Donc on va reprendre pour la dernière séance de la matinée, ce qui va nous emmener un peu plus loin que la matinée du reste, avec Dimitri Mex, directeur de recherche honoraire au CNRS, que je n'ai pas vraiment besoin de présenter parce qu'il est bien connu comme un très grand égyptologue, qui ici même a été en 2018 chaire du Louvre. Donc Dimitri, c'est à toi. Alors, bonjour. Je vais vous parler d'une question qui peut paraître un petit peu anodine. Pourquoi et comment classer les hiéroglyphes et les identifier? Mais cela rejoint certaines choses qui ont été dites ici à plusieurs reprises. Il s'agissait de tâtonnements, voire d'erreurs qui ont fini par être constructives et amener au déchiffrement de diverses écritures. Mon propos rejoindra un petit peu cela, sauf qu'il s'agira d'errements et d'erreurs qui sont toujours présentes dans le monde hiéroglyphique, si j'ose dire, et qui risquent d'impacter l'avenir d'une certaine façon via un problème qui n'a pas été abordé, si j'ai bien écouté, qui est celui des fontes des anciennes, et dans l'espèce, n'est-ce pas, la fonte hiéroglyphique. Alors oui, pourquoi d'abord identifier les hiéroglyphes? Alors, pour des raisons qui peuvent paraître évidentes, c'est que, bon, enfin, pas toujours évidentes, justement parce que il y a un consensus dans notre égyptologie qui fait que, bon, on suppose que l'identité des hiéroglyphes, c'est-à-dire ce qu'ils représentent matériellement, les objets ou les êtres auxquels ils renvoient, sont des choses bien connues. C'est souvent une illusion imprudente. Et pourquoi, finalement, on n'a pas procédé à ce travail? C'est parce qu'on l'a jugé, disons, comme non prioritaire. Et nous allons voir une des raisons, ou deux ou trois des raisons pour lesquelles ça n'a pas été jugé prioritaire. Ensuite, parce que les identifier, parce que leur nombre est extrêmement élevé. Et il n'y a pas de limite logique à leur nombre. Il y a une limite arithmétique puisque l'Égypte ancienne ne crée plus d'écriture de texte écrit et que donc il y a une limite. Mais je crains fort qu'on soit toujours en situation d'asymptote et qu'on en réunira tant et plus, mais il en manquera toujours. On ne saura jamais combien il y en a. Et la chose est d'autant plus dommageable, c'est que par extraordinaire, 200 ans après le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, aucun catalogue scientifique n'a été dressé de ces signes, de ceux qu'on pourrait connaître à travers les monuments, ne serait-ce que ceux qui ont été publiés en photo ou en facsimilé, je précise, c'est-à-dire des catalogues des hiéroglyphes égyptiens et non pas les catalogues de hiéroglyphes d'égyptologues. Je fais une distinction très tranchée entre ceux-là puisque nos publications contiennent beaucoup de reproductions typographiques et beaucoup de reproductions manuscrites et les égyptologues ne sont pas toujours d'excellents dessinateurs. Alors, pourquoi aussi les classer? Je répète toujours les deux mêmes raisons, parce que leur nombre est très élevé, parce qu'il n'y a pas de limite logique à leur nombre, et aussi parce que finalement les classer, c'est aussi permettre leur étude. C'est-à-dire que dans la mesure où ils sont très nombreux, si on ne les classe pas, pour les retrouver dans un catalogue, il faut bien qu'on ait une logique de classement. Nous verrons laquelle est possible. Et cela, en les classant, nous ouvrirait à une nouvelle discipline, nouvelle en tout cas pour l'égyptologie, qui est la grammatologie, l'étude des signes pour eux-mêmes, séparément mais aussi en contexte. Grammatologie, discipline qui existe par exemple depuis des siècles chez les Chinois qui ont beaucoup étudié et se consacrent beaucoup à l'histoire de leur écriture. Et donc les égyptologues ne sont pas véritablement penchés sur ce problème. La grammatologie en égyptologie est à peine naissante, balbutiante, et elle s'appuie beaucoup plus sur les signes typographiques que sur les signes réels des Égyptiens. En effet, les seuls catalogues dont nous disposions actuellement sont des manuels d'imprimeurs. C'est le seul catalogue plus ou moins exhaustif, suppose-t-on, de ce que l'on peut connaître comme hiéroglyphe ou identifier comme hiéroglyphe existant. Et donc c'est le mode de classement qui a été adapté dans les catalogues d'imprimerie a été plus ou moins fixé lors d'un congrès des orientalistes à Londres en 1874 et a été à peine modifié depuis.
Ce qui est dommageable, c'est que ce système a été adopté par le consortium Unicode et que cela va donc figer un petit peu la situation. Alors qu'est-ce que le consortium Unicode? C'est un consortium privé qui réunit à peu près toutes les grandes entreprises informatiques, qu'elles soient constructrices de matériel ou développeurs de logiciels. Et l'ambition fort louable et humaniste est d'attribuer finalement un code définitif à chaque caractère d'écriture de toutes les écritures du monde, qu'il s'agisse d'écriture vivante ou d'écriture morte comme celle dont nous parlons ici. Et donc, ce consortium a posé comme principe que les seuls caractères qui sont susceptibles d'exister et donc d'être validés sont des caractères d'imprimerie et non pas les caractères réels. Alors ça s'explique dès lors qu'on est dans un monde alphabétique ou syllabique, ça devient extrêmement, disons, compliqué quand on est avec des hiéroglyphes, en particulier des hiéroglyphes égyptiens. Et cela mène à une chose, c'est que le consortium Unicode a créé en ce moment est en train de faire l'inventaire global de tous les catalogues d'imprimerie qui ont existé pour dresser en fait une liste de ce que l'on pourrait connaître et qui nous donne des chiffres au-delà de 10 000. Mais c'est des listes qui contiennent énormément de doublons parce que chaque imprimeur, chaque catalogue a eu un dessin, son propre sentiment artistique pour chaque hiéroglyphe, et on peut estimer que parfois il s'agit de deux hiéroglyphes différents alors que ce sont simplement deux interprétations typographiques du même hiéroglyphe. Alors, ce qui a été choisi, n'est-ce pas, comme guide par Unicode et finalement un petit peu par les égyptologues eux-mêmes aussi, c'est le manuel typographique de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, pour deux raisons. D'abord parce qu'il est extrêmement, il contient énormément de caractères, un peu moins de 8000 je crois en ce moment, et qu'il a été ce catalogue, disons, élaboré et classé par des égyptologues, et qu'ensuite le dessin de ces hiéroglyphes a été fait par des égyptologues à l'origine, dès sa conception à l'imprimerie nationale au milieu du XIXe siècle, et ensuite prolongé à l'IFAO par Émile Chassinat. Alors ce catalogue donc a été aussi choisi comme disons ligne directrice par le consortium Unicode pour cette raison sans doute, mais sans négliger tous les autres. Le problème de ces catalogues, c'est qu'ils n'indiquent évidemment pas l'origine, la provenance de ces caractères, c'est qu'on ne sait pas sur quel monument ils se trouvent. Quand il s'agit de signes extrêmement courants, on n'a pas besoin de deviner, on sait qu'ils existent, mais nous verrons que quand il s'agit de signes rares, voire uniques, les difficultés commencent à grandir. Et donc, il en résulte dans ces catalogues un certain nombre d'erreurs qui subsistent et d'erreurs d'identification et de classement qui sont déjà entérinées par, disons, le consortium Unicode et qui ferment la porte, disons, à une étude grammatologique précise, c'est-à-dire une étude des hiéroglyphes des Égyptiens et non pas des égyptologues. J'ai choisi presque au hasard, dans le catalogue de l'IFAO, 3 signes que j'ai cerclés de rouge et qui, chacun, ont été classés de façon, disons, erronée, mais non pas parce que mes collègues qui ont fait ce catalogue étaient incompétents, mais simplement parce que ne disposant pas des sources, ils ont fait pour leur mieux et ont classé à la ressemblance purement formelle, une ressemblance purement formelle guidée par notre culture moderne, contre laquelle Jean Ouinan hier nous a mis en garde. Et donc, cela résulte évidemment de certaines curiosités. Il en résulte certaines curiosités. Alors, nous allons voir ces signes un à un. Alors, dans la première catégorie, on voit un petit personnage en bas qui a un drôle d'espèce de petit friseli et qui est considéré comme une variante du numéro 1 en haut, le numéro 1 étant l'un des signes les plus banals de l'écriture égyptienne. Tous les égyptologues, même débutants, le connaissent, savent ce qu'il représente et pourquoi il est ainsi. Or, il ne s'agit pas de cet hiéroglyphe banal. Si on fait une recherche, on découvre qu'en fait, il s'agit d'un soldat Chardan. Le Chardan étant un guerrier qui faisait partie des fameux peuples de la mer avec lesquels Ramsès III a eu à partir, disons, et a dû défaire dans des batailles nautiques dans le delta.
mais qui étaient déjà présents comme supplétifs dans, je crois, du temps de Ramsès II, à tel point que certains d'entre eux, un peu à l'image des Clérouques qui viendront plus tard, ont eu des attributions de terre quelque part du côté du Fayoum, et on a quelques exemples. Donc voilà, disons, un exemple très particulier qui montre qu'on ne peut pas classer ce personnage dans la catégorie des hommes assis ne tenant rien dans leurs mains. Encore que les hommes assis devraient aussi différencier entre assis, accroupis et agenouillés. Mais ça, ce n'est pas fait dans les catalogues. Alors, si j'ai mis facsimilé Charles Quens 1928, c'est parce que j'ai été voir la base photographique de Carnac, où on a quelques photos, et depuis, le signe, c'est quand même, les 2 ou 3 exemples qu'on en connaît, se sont singulièrement dégradés, donc c'est sans doute l'un des derniers témoins, ou des meilleurs témoins subsistants de ce caractère, ce qui est un des points difficiles disons, de notre catalogage des signes réels. Autre, là, nous sommes dans les nymphéas, n'est-ce pas, le nymphéa bleu égyptien. Alors normalement, ce sont des, comment dire, des boutons. En fait, il y a des boutons et des fleurs ouvertes. Et donc, on n'aurait pas dû mélanger le 11. Ici, il aurait fallu le descendre plus bas après le 12, mais enfin, ça, c'est pas grave. Et on a en 15 quelque chose qui a été pris, évidemment, comme une variante de ce signe. En fait, si on cherche un peu, là, vous m'excuserez pour le côté un peu flou de l'image, qui est tiré du tombeau de Ramsès VI, c'est simplement parce que j'ai cherché le type le plus proche dans la réalité égyptienne de ce type hiéroglyphique, et on sait que ça ne peut être que le dragon ou le serpent Apopis, ennemi du soleil, et qui est donc à la tête tranchée d'un couteau. Donc il doit être évidemment introduit dans la catégorie des reptiles dans notre catalogage. On y reviendra. Le troisième est encore plus curieux, c'est agir là d'un signe qui était un peu compris comme une fleur ouverte de nymphéa, une fleur inversée donc, et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, à en trouver l'origine, et c'est presque par hasard que je suis tombé dessus en feuilletant la publication du temple de Dendour, temple romain donc de Nubie, et publié par Blackman, et donc le signe typographique est un apax, je n'en connais pas d'autres exemples, et dont vous voyez dans la publication d'origine, et son identification comme une forme très très singulière du signe qui représente la notion de nécropole. Vous voyez un exemple hiéroglyphique. Alors ce temple aujourd'hui se trouve au Metropolitan Museum de New York. Et malheureusement, bien que le Metropolitan ait mis beaucoup en ligne de photos de très haute définition de ces objets, cette scène particulière en noir et blanc, que j'ai tirée de la publication ancienne, ne figure pas dans ces photos. Pourquoi j'ai reproduit l'autre? C'est que vous voyez tout en bas le même signe de la nécropole que celui que, donc ici et là-bas, le même signe. Pourquoi j'ai donc reproduit ce texte? C'est parce qu'il est extrêmement récurrent dans le temple et que cette récurrence nous assure de la bonne lecture de ce signe bizarre, et on sait que c'est bien, effectivement, c'est supposé être, et ça doit être, le signe de la nécropole, sous une forme sans doute, je le suppose, mais c'est une hypothèse, issue du hiératique romain, mais je n'en ai trouvé aucune trace en hiératique dans nos manuels actuellement existants. Il aurait fallu demander à des collègues spécialistes de cette période du hiératique. Alors voilà donc le danger de fonder toute analyse de l'écriture hiéroglyphique sur un plan scientifique, que ce soit sur le plan iconographique, que ce soit sur le plan, comment dire, sémantique, de l'usage sémantique, on y reviendra, et de l'usage grammatologique. Je vais expliquer ce qu'est la perspective grammatologique, on y viendra vers la fin. Alors, typographisme et grammatologie sont-ils compatibles? D'abord, une explication de mots. Qu'est-ce que j'appelle le typographisme? Un petit peu, c'est en résumé en un mot, ce que je viens dire sur les dangers de la typographie par rapport aux hiéroglyphes réels.
Le typographisme, c'est le fait de se fonder sur en fait l'obligation que s'est créée le consortium Unicode de ne prendre en compte que les signes typographiques. Et alors il y a tout un mouvement d'études des hiéroglyphes qui s'est engouffré dans cette mauvaise brèche et qui, disons, d'une certaine façon, ferme la porte à un travail grammatologique. Et donc le problème se pose, si se fonder pour étudier les hiéroglyphes sur les catalogues d'imprimerie est une bonne chose, et si la grammatologie qui se fonde exclusivement sur les signes réels des Égyptiens sont compatibles. Eh bien, évidemment, pas tellement, puisque les catalogues typographiques se fondent d'abord sur un classement désuet. Et pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas les sources et donc on ne peut pas clairement bien les identifier. Leur classement typologique n'a pas fait l'objet d'un débat. Il y a beaucoup de choses à dire. Il n'est pas correct aujourd'hui face aux connaissances acquises depuis 200 ans. Ils contiennent trop d'erreurs et d'approximations et surtout, ces catalogues d'imprimerie ignorent pour des raisons purement évidentes des pans entiers de l'écriture, simplement parce que ces catalogues se sont constitués au fur et à mesure des besoins des imprimeurs et non pas des égyptologues ou pas complètement. Ce qui fait que, par exemple, les périodes les plus anciennes de l'écriture, celles de l'Ancien Empire, sont très incomplètement présentes dans ces catalogues, et je ne parlerai pas de cette période du Moyen Empire, pourtant considérée comme une des périodes classiques des types hiéroglyphiques avec la 18e dynastie. Il y a énormément de manque, d'absence. Et donc, quand on fait une sorte de bilan de toutes les fontes hiéroglyphiques, ces hiéroglyphes vont manquer et l'Unicode ne pourra pas leur attribuer de code. Nous verrons que l'encodage est aussi un enjeu important. Alors, voici donc un des catalogues, le début d'un des catalogues que tous les étudiants en égyptologie connaissent, celui de la grammaire de Sir Alan Gardiner. C'est une grammaire qui aujourd'hui n'est plus guère utilisée dans l'enseignement, mais dont la sign list, la liste des signes, est, disons, mentionnée, utilisée de façon récurrente et constitue une sorte de référence incontournable. Donc on voit comment cela fonctionne. On a donc des catégories désignées par des lettres et déjà ici on pourrait discuter puisque les hommes et leurs occupations contiennent aussi des rois. Est-ce qu'on doit inclure les rois dans cette catégorie, étant entendu que les personnages couronnés, si on les isole de tout contexte, peuvent, disons, représenter des choses différentes. Et donc, celui avec le petit chapeau pointu, là, les numéros donc, que vous allez voir, c'est les 43 et 44, avec la couronne blanche, s'ils sont hors contexte, peuvent représenter un roi, mais peuvent représenter Osiris. Et ceci pour une raison assez simple, c'est que les personnages couronnés représentent le roi dans sa fonction divine. Et donc à partir de ce moment, on peut se demander s'il ne faut pas rapporter les rois couronnés dans les divinités. Mais autre problème, c'est qu'on a la catégorie C, les divinités anthropomorphes, et là on a effectivement un capharnaüm total. Pourquoi? Parce qu'on a des dieux à tête humaine, qu'elles soient masculines ou féminines, et des divinités à tête animale. Or, à mon avis, les divinités à tête animale devraient constituer une catégorie en elles-mêmes. J'en passe parce que c'est juste à titre d'exemple. Bon, ce petit catalogue de sign list était purement à destination pédagogique, et Gardiner lui-même insistait là-dessus. Attention, il ne s'agit pas d'un travail scientifique pur, il s'agit simplement pour les étudiants d'apprendre les premières bases des hiéroglyphes, c'est environ un peu moins de 800 signes pour lesquels il donne quelques explications et des exemples d'emploi. Donc lui-même ne le considérait pas comme un outil scientifique, mais il se fait que son catalogue sert toujours de référence, tant pour les catégories que les numéros d'ordre des caractères. Ce qui fait que si on trouve des nouveaux caractères dans la catégorie A, eh bien on va mécaniquement les placer en numéro 56, 57, 58, etc., sans tenir compte de la morphologie de ces signes, ce qui est une aberration. Et puis, il y a une curiosité qui, depuis 1874, n'est-ce pas, a été transmise dans l'égyptologie et dans la liste Gardiner, c'est qu'il n'y a pas de catégorie J.
On passe de I à K. Donc il nous manque une catégorie qui serait bien utile pour les classements hiéroglyphiques. Pourquoi il n'y a pas cette catégorie manque? C'est que au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, le I et le J minuscule en manuscrit donc soigné pouvaient être confondus et qui donc il a été jugé, alors qu'en 1870 déjà la machine à écrire Remington avait été inventée et le I et le J majuscule parfaitement distingués, mais l'égyptologie est toujours un petit peu en retard sur la technique moderne, n'est-ce pas? Et donc on n'a pas tenu compte de cette possibilité-là. Et cela est effectivement gênant, surtout pour les grammatologues qui ont besoin vraiment de réorganiser un petit peu ces catégories désignées par des lettres. Alors, si on a donc cet encodage, c'est que bon, l'encodage est une chose qui aujourd'hui, avec le numérique, est devenue tout à fait indispensable. Mais quel type d'encodage? C'est-à-dire que si on veut créer des bases de données où le but essentiel est celui de l'analyse grammaticale, syntactique, linguistique, les codes Unicode sont indispensables parce qu'il faut quelque chose qui les désigne, ces caractères, ces signes, de façon universelle et acceptée non seulement par tout le monde, mais aussi par tous les modèles d'ordinateurs, quel que soit d'ailleurs leur operating system. Donc là, c'est effectivement un encodage qui ne peut pas, celui d'Unicode, ne peut pas être contourné. En revanche, quand il s'agit de publications scientifiques, même avec des fontes, nous sommes totalement limités, bridés et dans l'impossibilité. C'est pour ça que certains collègues, on est quelques-uns à créer nos propres fontes hiéroglyphiques justement pour contourner ce genre de difficultés. Et récemment, un collègue américain, James Allen, donc, a publié des textes du Moyen Empire où il utilise sa propre fonte et où il ne se trouve contraint par rien, c'est-à-dire qu'il a les signes dont il a besoin, qu'il crée, et donc dont certains sans doute ne seront jamais encodés par l'Unicode. Donc il faut bien séparer certains besoins très restreints de l'encodage Unicode et l'encodage peut être issu un jour de l'analyse grammatologique complète d'un catalogue ou d'un corpus à créer ou en cours de création, et à ce moment-là, nous n'aurions pas du tout la même logique et la même approche. Alors, donc, effectivement, le système dit Gardiner est parfait, enfin parfait, avec toutes les imperfections que je viens de signaler, derrière qu'on est en dessous de 1500 signes environ, 1500 caractères à classer, ce qui était le cas déjà du catalogue de Richard Lepsius en 1874. On avait moins de 1000 signes ou caractères qui étaient en cause. Alors, donc, lorsqu'on arrive avec le classement, on regroupe toutes les fontes métalliques connues ou même numériques. On arrive quand même à des milliers de caractères et là, le classement devient aberrant. Et si on veut faire de la grammatologie, on a beaucoup plus de taxons, ce que moi j'appelle des taxons au sein d'une famille de signes, on dépasse les 15 000. Et donc ce système n'est pas totalement viable. On peut lui emprunter un certain nombre de choses, en particulier les sections lettres, mais il faut les réorganiser et ensuite, à l'intérieur de chaque section, adopter quelque chose de totalement différent. Alors, revenons au signe banal numéro 1 de tout à l'heure. Voilà, disons, le problème d'encodage ici. Si on est dans la typographie ou le typographisme style Unicode, on a ici ce même signe avec ces différents taxons. Alors, vous voyez qu'il y a la position des mains qui n'est pas la même, paume ouverte, paume fermée, main passant derrière le dos, etc. Et c'est la position des jambes. Pour, disons, l'encodage grammatical, ne serait-ce que d'une analyse grammaticale, ils auront toujours le même code. Ce sont les mêmes réalités avec le même emploi de contexte et sémantique. Donc, leur donner à chacun un code différent, je comprends que ceux qui vont faire une analyse linguistique vont trouver ça d'une extrême lourdeur et, disons, leur posera des problèmes. En revanche, dans la grammatologie, il n'y a pas de limite. On s'en moque de tout ça. On a donc une famille et avec des taxons qu'on peut, en prenant un taxon pilote,
qui sera choisi de préférence parmi la forme d'apparence la plus courante et la plus utilisée à travers toutes les époques. Bon, c'est vrai pour des familles comme celle-là qui sont très banales, lorsqu'on tombe sur des signes rares ou peu fréquents, ça devient plus compliqué, mais enfin on peut, disons à ce moment-là, encoder d'une certaine façon et qui permet effectivement d'aligner ce qu'on veut autant qu'on veut. Alors, on a aussi des pièges, là, aussi bien pour la typographie que pour la grammatologie. Si l'on constitue un catalogue grammatologique assez étendu, on va arriver à un petit piège que bon, les épigraphistes devraient bien connaître, qui est la quasi-similitude de certains signes et qui représente des réalités matérielles différentes les unes des autres, avec des emplois radicalement différents les uns des autres. Et là, la grammatologie peut parfaitement les encoder. Alors, ce qui se faisait jadis avec les imprimeries métalliques, les types métalliques de l'imprimerie ancienne, c'est qu'on créait 2 ou 3 types différents et on les utilisait par approximation en ne tenant aucun compte de la réalité de ce que le texte disait. Le contexte n'était pas important, l'important c'était de s'accorder avec la forme générale du signe. Alors évidemment, en typographie numérique, on peut surmonter cet obstacle très, très aisément. Il suffit de les dessiner à chaque fois pour eux-mêmes, mais avec une limite, si on reste dans le typographisme, c'est que l'on n'aura pas la possibilité de les encoder, parce qu'à ce moment-là, on est limité par la réalité Unicode qui ne connaît pas tous ces signes, ou il n'en connaît que 2 ou 3. Et donc, il y aura une quantité dans ce tableau, quantité de taxons ou de signes qui ne vont pas être encodés tout de suite, peut-être beaucoup plus tard, peut-être jamais. Pour la grammatologie, ça n'a aucune importance. Du moment qu'on a réuni les signes, qu'on les a identifiés pour ce qu'ils sont, on peut commencer à les étudier. Et puis, il y a un autre piège, c'est celui des signes géométriques. C'est-à-dire que, bon, un rond peut en fait être une forme simplifiée de pas mal d'autres signes circulaires et qui sont, là encore, des réalités totalement différentes. Alors, ils sont vides de détails, soit parce que le graveur a estimé que ce n'était pas utile, parce qu'ils sont en contexte et que donc le lecteur comprend très bien de quoi il s'agit, ou alors parce qu'il y a eu une mise en place préalable à l'encre ou à la peinture et que, disons, les détails ont disparu et que seule la gravure est restée. Mais toujours est-il qu'évidemment, il faut donner un code différent à chaque fois. Là, je pense que les typographistes n'auront pas de problème puisqu'il y a le contexte et ils attribueront le bon code au bon cercle, si j'ose dire. Mais quand même, c'est un petit peu ennuyeux. Il y a aussi des pièges un peu plus subtils qui sont posés par l'écriture hiéroglyphique. C'est, voilà, dans cette liste la sign list de la grammaire de Gardiner, nous avons le soleil avec ce cercle et un petit cercle beaucoup plus petit à l'intérieur. C'est un signe banal, évidemment. Mais dans la réalité épigraphique, on a quand même des choses différentes ici. On a donc un signe, effectivement, sculpté, bombé, et ça a son importance, avec un petit machin au milieu qui, effectivement, correspond au signe typographique, et de l'autre, un signe peint, mais dont on ne peut pas penser que le petit rond du signe à gauche soit une réduction du grand cercle rouge à droite. Et donc, on se demande si, en fait, d'un point de vue matériel, ces 2 signes recouvrent la même réalité. Pour les Égyptiens, oui, c'est effectivement le soleil et rien d'autre. Mais une étude grammatologique, cette fois-ci, nous emmènera un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a effectivement toujours l'astre solaire du point de vue égyptien, mais matériellement, on a d'un côté, donc à droite, l'astre solaire lui-même avec son halo, et à gauche, disons, le globe oculaire,
de façon un peu simplifiée. On peut peut-être, je m'aventure sans doute un peu beaucoup, mais disons sur le plan astronomique et météorologique, proposer des équivalents. C'est-à-dire d'un côté, on a effectivement le Soleil avec son halo, et de l'autre, un Soleil qui, parce qu'il y a une certaine forme d'humidité dans l'air, dans certaines conditions météorologiques, on a un œil solaire très ressemblant et qui convient très très bien aux hiéroglyphes. Alors, la grammatologie, en fait, est le seul outil permettant l'identification et le classement des hiéroglyphes fondés sur une réalité égyptienne. Et donc ces enquêtes de la grammatologie, c'est ça la conclusion qui est importante, s'appuient principalement sur plusieurs étais, si j'ose dire. J'ai dit principalement parce qu'il y en a d'autres, mais ceux-là sont vraiment importants. Tout d'abord, la paléographie, parce que c'est l'outil qui permet, avec la collecte des sources, c'est-à-dire pour chaque hiéroglyphe unique, collecter les différentes formes à travers les âges, à travers 3000 ans d'existence de l'écriture, et de les ordonnancer. C'est déjà un premier classement. La paléographie permet de les regarder matériellement, de voir quelle est leur forme, et les préclasser. C'est un préclassement. La paléographie est un outil ici qui sert de préclassement. Ensuite, évidemment, la philologie, la lexicographie restitue ou montre dans quel contexte chacun de ces hiéroglyphes va apparaître, et donc va nous permettre encore un outil de classement supplémentaire. Enfin, il y a aussi l'iconographie, c'est-à-dire que les êtres et les objets que représentent l'hiéroglyphe peuvent se trouver en contexte dans des scènes de la vie privée, dans les tombes diverses, à diverses époques, et que donc on retrouve les objets en situation, ce qui leur donne, qui nous permet de mieux les comprendre et de mieux les analyser. Et il ne faut pas oublier les vestiges archéologiques, parce que ça permet éventuellement de confronter le hiéroglyphe ou le signe avec ses éventuelles réalités matérielles. On en a, ça existe. Et enfin, il y a un point qu'on oublie souvent et qui est pourtant essentiel, c'est que chaque signe, caractère, isolé de son contexte, disons, syntactique, de la ligne d'écriture, n'est-ce pas, a aussi en filigrane et de façon un petit peu non apparente, une dimension religieuse et théologique. Alors cette dimension est plus ou moins importante selon les signes, mais certains peuvent avoir, si on commence à les analyser profondément, donner lieu à des études extrêmement passionnantes qui nous font découvrir des pans entiers de la pensée égyptienne qui ne seraient pas forcément accessibles autrement. Donc, conclusion, nous avons un outil de classement qui est désuet. Il faut constituer un corpus, n'est-ce pas, des signes hiéroglyphiques réels et essayer d'aborder leur étude grammatologique indépendamment de la typographie qui a envahi un petit peu nos têtes et nos neurones. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci pour l'intervention. Et j'ai une petite question parce que vous savez que tous les étudiants qui commencent à faire des études en hiéroglyphes, on commence par la grammaire de Alan Gardner, Sir Alan Gardner. Et vous avez dit que maintenant, on se base plus sur la grammaire de Sir Alan Gardner. Et est-ce que vous pouvez développer c'est quoi votre point de vue là? C'est pas mon point de vue, c'est que la grammaire, il faut bien séparer la grammaire elle-même de la sign list. La sign list est toujours active, utilisée, etc. Bon, il y a dans la salle des égyptologues et des collègues qui vous diront mieux pourquoi la grammaire linguistiquement parlant est un petit peu désuète et qu'aujourd'hui on utilise beaucoup d'autres grammaires, Jean Ouinan pourrait le confirmer par exemple, et d'autres, mais qui donc abordent, disons, la langue égyptienne d'un point de vue linguistique beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporain et donc, disons, plus précis et plus fin que ce qu'a fait Gardiner. Ceci dit, personnellement, j'estime, je ne sais pas, peut-être mes collègues qui enseignent ne seraient pas d'accord, il vaut mieux commencer par un petit peu s'initier avec Gardiner et ensuite rentrer plus profondément dans la chair de la substance grammaticale et linguistique de l'égyptien avec d'autres grammaires qui sont quand même mieux adaptées.
Merci beaucoup pour cet exposé. Je voulais poser une question naïve, parce que je suis cunéiformiste, et en cunéiforme, on a des listes de signes qui permettent de voir les évolutions paléographiques, etc. Est-ce qu'on en a aussi en Égypte? Il y en a peut-être eu, parce que là, en fait, les seules listes de hiéroglyphes un peu commentées qu'on a sont sur papyrus et d'époque tardive, je crois, fin hellénistique et romaine. Ce sont des papyrus, ce sont des fragments. Et donc, il ne reste plus grand-chose, n'est-ce pas, de ça. Et donc, c'est des listes qui sont organisées. D'ailleurs, pour un grammatologue, c'est très intéressant de les analyser pour voir comment les Égyptiens ont classé ces signes. Alors, on a deux listes extrêmement fragmentaires. L'une qu'on appelle le papyrus des signes de Tanis, parce qu'elle a été trouvée à Tanis, dans l'est du delta. Et l'autre, c'est un papyrus conservé à la bibliothèque à Carlsberg, donc la collection de Copenhague, qui diverge, parce que dans celle de Tanis, on a simplement le signe hiéroglyphique, son équivalent hiératique et sa description, dire ce que ça représente matériellement. Quant à Carlsberg, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, on ne décrit pas matériellement, on dit de signe toute sa signification théologique et religieuse. Et les descriptions du papyrus de Calbert sont relativement semblables à ce que Aurapollon numéro 1, parce que le deuxième est vraiment un pseudo-Aurapollon, le premier reprend un petit peu vaguement les principes de ces explications théologiques et mythologiques. Donc c'est effectivement deux documents qui peuvent inspirer grandement les grammatologues, mais ils sont tellement fragmentaires et tardifs qu'il faut les utiliser, disons, élargir leur perspective pour qu'on puisse étudier tous les hiéroglyphes de toutes les époques.